Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'analyse la startup Ogox en levée de fonds sur SoWeFund. C'est parti. On commence donc tout de suite. Je suis sur le site de SoWeFund, sur la page Ogox, et je suis bien sûr armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas ces critères d'investissement, tu peux les retrouver dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour les télécharger gratuitement. Ça fait que quelques pages. Ça te permettra d'y voir plus clair sur ces critères. Quand je parle de monétisation, de scalabilité, de quoi je parle, au moins tu comprendras ce que je raconte, ce qui peut toujours être utile. Et donc, comme d'habitude, je découvre la société Ogox. J'ai regardé la petite vidéo que tu peux également trouver sur le site SoWeFund. Et on va regarder ensemble à partir de mes critères. Ça fait évidemment plaisir de vous retrouver par ailleurs, parce qu'on n'a pas eu de startup de tout l'été. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre d'analyse. Donc je suis très content de revenir pour une petite analyse de startup. Ça fait un petit moment. Et bien sûr, merci à SoWeFund de nous proposer toujours autant de startups. C'est évidemment super. Donc Ogox conçoit et déploie des solutions innovantes de prévention et gestion des risques environnementaux, à commencer par le risque d'inondation. Les solutions connectées et intelligentes permettent d'identifier, prévenir et alerter les populations des risques, et ce même en cas de coupure des réseaux électriques et télécoms. Donc super, un produit qui veut alerter, qui veut faire de la prévention, qui veut aider à éviter des dégâts matériels, pourquoi pas aider à sauver des vies. Donc ça, c'est évidemment super. Et il y a tout de suite un certain nombre de choses qu'on va pouvoir connaître, déduire en tout cas de ce qu'on vient de lire. Alors dans la petite vidéo, on a vu que c'était un petit boîtier, un petit produit physique. Donc on est sur une scalabilité effet d'échelle de produits physiques, pas une scalabilité effet d'échelle de produits digital. Donc pour moi, c'est, comme tu le sais peut-être, toujours une croix rouge et un point négatif dans mon analyse par rapport à mes critères personnels d'investissement. Chacun bien sûr a ses critères. Ensuite, le marché, on peut imaginer qu'il est important, on va en reparler, mais je pense que le marché doit être important, c'est pour ça qu'ils font ça. Il y a beaucoup d'inondations, déjà en France, et puis dans le monde, il y a un marché absolument énorme. La solution est commercialisée depuis 2017, et ils ont déjà engrangé plus de 350 000 € de chiffre d'affaires pour 17 contrats signés depuis son lancement, notamment avec des grands groupes tels que EDF. Donc il y a une monétisation évidente, ils vendent tout simplement leur dispositif, leur boîtier, et je crois peut-être on va voir un abonnement ou quelque chose supplémentaire pour avoir la veille permanente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Equip and Fair Advantage, on ne sait pas encore. Marge, on ne sait pas. Valo, traction, on va aller voir ça. Donc la problématique, les inondations, c'est 650 à 800 millions d'euros par an, 17 millions de particuliers. Donc là, on est bien d'accord, ça nous valide que le marché, il est important, ça concerne beaucoup de monde, ça concerne beaucoup de communes et ça coûte beaucoup d'argent. Donc il n'y a aucun problème sur le fait que des communes ou des entreprises soient prêtes à dépenser de l'argent pour acquérir la solution. Donc une solution complète déployée par Ogox, c'est donc des capteurs connectés, ça on en a parlé, il y a l'agrégation des données publiques, un logiciel d'information qui aide à la prise de décision, et le boîtier Fluidix, objet connecté pour informer, alerter, prévenir. Donc le boîtier, il ressemble, enfin on va sûrement le voir en dessous. Donc on est bien sûr, si je comprends bien, une grosse partie capteur, boîtier, objet physique, et puis un logiciel d'information, c'est-à-dire une partie software tout simplement, mais il y a quand même les produits physiques à créer, donc il y a quand même bien sûr ce côté pas 100% scalable, puisque pour chaque boîtier vendu il faut créer un nouveau boîtier, même s'il y a des effets d'échelle industrielle comme d'habitude. Alors, donc le fonctionnement, mode dégradé, mode crise, des capteurs faciles à installer, l'exploitation et la sécurisation des données, tout ça ok, et la réponse apportée sur la globalité de la chaîne de risque, très bien. Donc 350 000 € de chiffre d'affaires pour une commercialisation depuis 2017, c'est-à-dire 3 ans. Ça va me permettre de répondre à un critère, c'est le critère de la traction. Donc avec la traction, tu sais, j'essaye de déterminer est-ce qu'il y a une demande incroyable, rapide, folle, et vraiment une traction, c'est bien le terme, c'est bien pour ça que j'emploie ce terme-là. Et 350 000 € de chiffre d'affaires en 3 ans, ça fait 100 000 € par an. Pour moi, c'est pas une traction forte. Il y a de la vente, il y a du chiffre d'affaires, c'est déjà bien, c'est mieux que beaucoup de boîtes, mais c'est pas suffisant pour dire qu'on a une vraie traction. Donc là-dessus, je mets un point négatif pour l'instant. Le marché, on en a parlé, il n'y a aucun souci sur le fait que le marché soit important. Donc il lève 900 000 €. On va aller voir sur quel valo, et on va. Donc là on était sur la synthèse, on va aller voir sur l'offre complète. Alors l'équipe, voyons voir ça. On a un cofondateur et une cofondatrice. Guillaume est le CEO, le DG, et Eileen, j'espère que je prononce bien ton prénom, et la CTO. On va dire que c'est Eileen, on va le prononcer à l'anglaise. Voyons voir leur profil, leurs expériences. Ah, la fameuse roue de la mort, du bug, eh bien, c'est bon, on y est.
Donc, Guillaume, il est fondateur de Ogoxy et de Ogox, donc il y a deux boîtes visiblement. Ogox, ça fait en fait 6 ans, donc il commercialise depuis 2017, mais tu vois qu'il a commencé avant, donc ce qui vient plutôt confirmer cette histoire de la traction. Ça fait 6 ans pour 350 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas énorme si on veut imaginer une courbe et une croissance folle. Et avant ça, 1 an avant, il avait créé Ogoxy. C'est plus qu'une SS2I opérationnelle. Ogoxy est un cabinet de conseil spécialisé dans l'informatique. Voilà. Mais apparemment, il l'a encore aujourd'hui, donc il fait 2 boîtes en même temps, mais qui n'ont visiblement rien à voir. Parce que là, on a un cabinet de conseil, et là, on est cet objet connecté, ce qui est plutôt pas très bon signe. Moi, je préfère bien sûr les fondateurs qui vont se concentrer sur un projet, une boîte, plutôt que d'en avoir 2 en même temps. Par ailleurs, il n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Du coup, il a une expérience entrepreneuriale concomitante, si je puis dire, enfin, préalable de quelques mois. Mais bon, pas terrible pour moi. Notamment, là, il y a un signal pas très bon de 2 boîtes en même temps. À moins qu'il n'ait pas mis son LinkedIn à jour, ce qui est aussi possible, mais bon. Et puis, on a donc Aileen, qui est donc géologiste, géochimiste et géomodeler. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle a fait l'université de Western Australia et elle bosse encore toujours chez Ogoxy, elle aussi, donc c'est étrange, depuis novembre 2016, et puis quelques mois après, un an après, septembre 2017, elle va bosser chez Ogox. Mais elle continue de faire les deux, ce qui est pareil, pour moi, pas très bon. Mais là, elle était visiblement simplement salariée, ingénieure, hydrologue, géologue, et là, ici, elle est passée cofondatrice. Bon, donc, ils avaient travaillé ensemble avant, pendant 1 an, les 2 fondateurs, ça c'est bien. Est-ce qu'elle a une expérience entrepreneuriale préalable? Non, elle a bossé à l'université, elle a fait un PhD, avant elle bossait chez Nike, avant elle bossait encore chez Nike et chez d'autres trucs, mais pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Voilà, donc une équipe, elle a son PADI Open Water Diver, ça me fait toujours marrer quand je vois ça sur LinkedIn. Donc elle a fait l'université des Philippines, puis l'université, ça je sais pas où c'est, aux Pays-Bas, puis ici en Australie, donc clairement une globe trotteuse. Donc là on a le profil scientifique, et Guillaume c'est le profil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le CNAM, réseau et système, donc plutôt scientifique aussi. Donc on n'a pas de profil commercial, ce qui est, du coup il n'y a pas une vraie complémentarité. On a 2 cofondateurs qui sont tous les 2 un profil technique scientifique, ce qui est pas une super complémentarité, plus pas d'expérience entrepreneuriale préalable, plus des signaux faibles, plutôt négatifs du style on fait 2 boîtes en même temps. Donc l'équipe, ce sera malheureusement pour moi un point négatif. Voilà pour ce qui est de l'équipe. Alors, il nous reste à chercher la marge et l'unfair advantage. L'unfair advantage, bien sûr, qu'est-ce qui fait que si demain un concurrent, je sais pas, EDF ou quelqu'un, La Poste, qui est c'est pas leur cœur de métier, mais qui sont très très implantés dans les territoires partout en France, décidait de lancer un boîtier connecté, qui des deux gagnerait? C'est ça qu'on va essayer de chercher, c'est ce à quoi on va essayer de répondre. Donc là, on est sur le détail, l'offre un peu plus détaillée. On va scroller rapidement pour voir s'il y a des éléments qui nous paraissent intéressants et qui viennent répondre à cette question. Donc là, on nous parle du problème, le concept, les capteurs, etc., etc. D'accord. Fluidix, autonome en énergie, blablabla. D'accord. Donc c'est un boîtier, très bien. Plus des balises, plus une plateforme. Donc la plateforme, ça peut être un tout petit unfair advantage, c'est-à-dire qu'ils ont déjà la plateforme fonctionnelle. Bon, les boîtiers aussi, ils les ont déjà. On va voir si c'est protégé par des brevets, mais je ne vois rien en ce sens pour le moment. Valeur ajoutée, éléments différenciants, solution facile à installer, sécurisation des données, réponse apportée sur la globalité des chaînes de risque. Alors, stratégie d'acquisition, très bien, B2C, B2B, les assurances, modèle économique. Donc ils ont des abonnements, ça c'est très très bien. Donc les dispositifs sont mis à disposition gratuitement, ce qui est très bien. Alors, économiquement c'est embêtant parce qu'il faut payer ces dispositifs, mais en fait c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de mettre absolument aucun frein sur l'acquisition du client. On dit on vous offre les équipements, on vous les met à dispo pour être précis, ils les offrent pas, et tout de suite vous commencez à payer l'abonnement. Au bout de quelques mois, vous avez remboursé l'abonnement et donc vous avez eu aucune friction pour acquérir le client, mais derrière vous gagnez de l'argent. Donc c'est un modèle que je trouve intéressant et intelligent. On va aller voir les chiffres bien sûr détaillés, mais la question c'est avec 15 € par mois, je ne sais pas combien coûte le matos, mais j'ai peur qu'il faille beaucoup de temps pour rentabiliser ce matériel. Donc ils ont gagné des prix, des partenaires stratégiques, ça c'est une petite unfair advantage, c'est-à-dire une petite barrière à l'entrée pour les suivants. Le marché, d'accord, ça on s'en fiche entre guillemets. Les concurrents, on s'en fiche pas du marché évidemment, mais c'est dans l'analyse on n'en a pas besoin. Moi j'ai compris qu'il y avait comme toi, qu'il y avait un gros marché, que c'était un marché intéressant. Donc voilà tous les concurrents, voilà comment ils vont utiliser les fonds, le plan d'action commercial.
partenariat clé. Donc on voit que d'ailleurs c'est intéressant, tu vois, je te disais tout à l'heure, il y a une équipe avec 2 techniques, il n'y a pas d'associé commercial, il n'y a pas de commerciaux, ce qui manque plutôt, et leur stratégie commerciale c'est uniquement des partenariats, ce qui pour moi est hyper faible, et c'est ce qu'ils mettent en premier, et pour moi ça suffit pas pour aller faire du chiffre d'affaires, et ça t'explique d'ailleurs qu'en 3 ans ils ont fait que 350 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est finalement pas énorme selon moi. Le futur, les objectifs. Donc on n'a rien trouvé sur l'Unfair Advantage, on va faire un CTRL F brevet, non. Propriété intellectuelle, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? IP, Intellectual Property, non mais c'est, voilà, non. Donc on n'a pas d'Unfair Advantage particulier, on trouve tous les IP, équipes, etc. Bon, rien à voir, ok. Donc Unfair Advantage, en premier lieu, sans creuser 30 minutes, parce qu'il faudrait, bien sûr, si tu souhaites investir, creuser 30 minutes, je fais exprès de faire une sorte de premier balayage, et on n'a pas le temps que ces vidéos fassent 1h15, mais de ce que je vois, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de propriété intellectuelle, de brevet, de quoi que ce soit qui les protège. Ils ont construit une plateforme qui est réplicable, j'allais dire facile, c'est pas forcément facile à répliquer, mais tout est réplicable. Ils ont construit un boîtier qui est réplicable, et donc, qu'est-ce qui les protège des concurrents, qui sont d'ailleurs nombreux, et qu'est-ce qui fait que c'est vraiment eux qui vont gagner à la fin? Là, aujourd'hui, tel quel, je ne vois rien. Alors, on enchaîne avec les chiffres. On a donc ici la valorisation. On a ici, on n'a pas les résultats de 2017 à 2020, comme souvent, ce que je trouve dommage. On a le chiffre d'affaires de 2020, mais tu vois qu'ils ont annoncé. Alors attends, c'est hyper intéressant parce que ils ont annoncé avoir réalisé, si je dis pas de bêtises, 350 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, depuis 2017. Mais tu vois qu'en fait, en 2020, ils vont faire 275. Donc en fait, sur 2017, 2018, 2019, ils n'auraient fait que 350 moins 270, c'est-à-dire que 80 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire vraiment pas beaucoup sur 3 ans. Alors, ok, visiblement ils accélèrent cette année, mais ah bah tu vois, on le voit ici, on l'a le chiffre d'affaires. Non, ils ont fait un peu plus. Donc, attends, combien j'avais dit? 80. Non, là en 2019, ils ont fait 160 quand même. Et en 2018, 86, donc il y a une petite augmentation, mais ça me fait toujours marrer. Hein. Il y a une courbe très très linéaire, et puis paf, au moment où on investit, ça explose. Oui, pourquoi pas, mais en fait, je suis pas sûr. Alors c'est déjà très bien qu'on ait les courbes du passé. Franchement, bravo. Je sais pas si c'est SoWeFun qui a entendu mon appel vidéo après vidéo où je leur demandais de la faire. Je pense pas avoir un tel pouvoir et une telle influence, mais en tout cas, c'est vraiment super qu'il l'ait mis. Donc ça, c'est chouette. Il y a quand même une croissance, hein, ce qui est très bien. Mais voilà, tout d'un coup, la croissance, elle est comme ça. Si on projette, on arrive ici tout droit à, je sais pas, 700 000, tu vois, en 2024, ou allez, 1 million. Et en fait, on sera au double. Bon, pourquoi pas? Je ne sais pas par quel, je ne sais pas pourquoi, mais ok. Et j'aimerais bien avoir un peu plus de doc sur combien coûte BP Financier peut-être, combien coûte le boîtier, en combien de temps il le rentabilise, etc. etc. Donc chiffre d'affaires, charge marketing, direction, donc ça c'est les charges de personnel, hein, équipement plus admin plus légal. Donc ça on ne sait pas trop. Mais charge équipement plus admin plus légal, on peut dire qu'il y a une grosse partie qui est de l'équipement. Donc c'est 140 000 sur un chiffre d'affaires de 273 000 sur 2020. Donc tu vois que si tu fais 150 divisé par 273, ça voudrait dire que le matos coûterait 50%, ce qui est embêtant. Surtout si tu le rentabilises avec seulement 14 euros par mois. J'aimerais bien savoir combien coûte en fait le boîtier, le prix unitaire, mais on n'a pas forcément ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres documents qui nous le proposent? Compte 2019, projet, BP financier, BP stratégique. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais on peut aller jeter un coup d'œil et on va aller voir dans les comptes s'il y a. Donc d'accord, là ça c'est juste vraiment un PDF, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des chiffres. Non, Alpes-Maritimes, c'est les populations, on s'en fiche. Et là, business model, information, prévention, alerte, tout client. Non, on n'a pas non plus les coûts unitaires. Est-ce qu'ici on a les coûts unitaires? Souscription, market, non plus. Ah, c'est embêtant, hein. C'est vraiment des infos hyper importantes et qui ne sont pas présentées, ou en tout cas qu'il faut aller creuser. Et c'est pour ça que je montre toujours dans les vidéos, je me dis, mais, et encore, moi j'ai l'habitude, mais un investisseur qui ne connaît pas, comment il fait pour aller trouver ces infos? Il faut beaucoup creuser et y passer des heures. Or, le but des plateformes, c'est d'avoir l'info à dispo. Alors, est-ce que ici dans les comptes vraiment hyper précis, on a l'achat matériel? Oui, mais on n'aura pas les prix unitaires, on aura les comptes globaux. Enfin, le total de ce que ça a coûté, ce qui est déjà bien, mais on n'aura pas la valeur de chaque boîtier, ce qui est vraiment embêtant pour moi, je trouve. Donc là, on perd notre temps, hein, on n'aura pas on aura que sur l'exercice.
Donc on n'a pas cette info, ce qui est quand même hyper embêtant. On n'a pas du coup la marge, on ne sait pas exactement. Ce qui est bien, c'est que l'abonnement, imaginons, alors je sais pas, on va faire une supposition, peut-être le boîtier il coûte allez, 150 €, on va dire. Donc au bout de 10 mois, vous avez rentabilisé votre client s'il paye 15 € par mois et après vous faites de la marge. C'est pas mal parce qu'une fois que c'est installé, eh ben, vous allez garder le client pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et après, les 15 € c'est que de la marge parce qu'il y a le maintien du logiciel à faire, mais c'est tout. Donc c'est pas mal, mais voilà, ce serait bien d'avoir ces chiffres et du coup je suis obligé de mettre un truc vert. C'est peut-être plus d'ailleurs, si c'est 300 €, ça devient plus compliqué parce qu'il faut 20 mois pour le rentabiliser et ça devient autre chose. Bon, ceci étant dit, puisqu'on n'a pas les chiffres, on va pas parler dans le vide, mais c'est dommage que ce soit pas montré, enfin que ce soit pas dit sur la plateforme. Il nous reste à avoir la valo. On a une valo qui est ici, que tu vois sur le site SoWeFund, qui me paraît correct. Ça va, c'est un peu cher bien sûr si tu prends en compte le chiffre d'affaires qui a été réalisé jusqu'à présent et celui de cette année et la perte et le fait qu'il n'y ait pas de brevet. Ce serait bien s'il y avait un brevet si tu veux. Donc dès qu'il n'y a pas de brevet et que la boîte perd de l'argent et qu'il y a un chiffre d'affaires qui n'est pas énorme, c'est toujours trop cher. Donc moi voilà, bon, c'est vraiment très limite. Je suis à la limite de dire non. Mais bon, alors on peut mettre un moyen. Je suis entre vert et moyen. Ça va, c'est pas déconnant. Faut quand même qu'il leur reste des parts à cette équipe fondatrice. Donc ça va. Moi j'aurais peut-être choisi de lever un peu moins avec une valo plus basse. Il lève beaucoup d'argent finalement, presque 1 million. Enfin 1 million d'ailleurs, parce que c'est l'objectif minimal 900 000, mais il lève 1 million. Voilà. Ouais, un peu cher, mais pas trop. Ça va. C'est pas non plus 5 ou quoi. Voilà. Un peu cher, mais pas trop. Et après, tu sais, les valorisations, c'est sujet à l'interprétation de chacun. Donc voilà. Alors, voilà pour l'analyse de Ogox. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu investis ou pas? Si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Ogox, bah, je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Investissement. Et surtout, si tu veux investir avec moi dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley directement, donc des plateformes, des startups pardon, qui peuvent être comme Ogox, mais qui sont directement à San Francisco dans la Silicon Valley, des startups du logiciel, qui sortent des meilleurs incubateurs du monde comme le Y Combinator et d'autres. Eh bien, si tu veux investir dans ces boîtes-là, moi j'ai investi mon argent perso avec les membres du club qui investissent avec moi, eh bien tu peux nous rejoindre. Le lien d'accès au club il est dans la description et tu es le bienvenu parmi nous. C'est des investissements similaires mais bien sûr quand même différents puisque c'est la Silicon Valley, c'est vraiment un autre monde. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là, si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la, mets un petit like, ça m'encourage, ça m'aide vraiment à développer la chaîne, etc. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, abonne-toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.